Le ciel normand se teintait d'un gris métallique ce matin d'octobre 1892, lorsque Marie Leclerc serra plus fort la main de sa fille Céleste contre sa poitrine maigre. À 8 ans, la petite ne comprenait pas pourquoi sa mère pleurait en silence devant les portes imposantes de l'église Sainte-Marguerite de Rouen. Les pavés humides reflétaient la lumière terne qui filtrait à travers les nuages, créant une atmosphère de mélancolie qui semblait s'accrocher aux vêtements usés des deux femmes. « Maman, pourquoi on est venus ici ?» demanda Céleste de sa voix claire, ses grands yeux bleus levés vers le visage creusé de sa mère. Ses cheveux châtains, tressés avec soin malgré leur pauvreté, encadraient un visage d'une pureté angélique qui contrastait cruellement avec les haillons qu'elle portait. Marie ne répondit pas immédiatement. Ses mains tremblaient tandis qu'elle lissait la robe rapiécée de sa fille, la seule qu'elle possédait. Depuis la mort de son mari Pierre l'année précédente, emporté par la tuberculose qui ravageait les quartiers populaires, la veuve n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Le salaire dérisoire qu'elle gagnait en lavant le linge des bourgeois de la ville ne suffisait plus à nourrir sa fille et à payer le loyer de leur chambre humide dans les faubourgs. « Écoute-moi bien, ma petite étoile », murmura Marie en s'agenouillant devant Céleste, utilisant ce surnom tendre qu'elle lui donnait depuis sa naissance. « Tu vas rencontrer un homme très important aujourd'hui, le père Dubois. Il va t'aider à avoir une vie meilleure que celle que maman peut te donner. » Les yeux de Céleste s'élargirent d'inquiétude. « Mais je veux rester avec toi, maman. Je n'ai pas envie d'une autre vie. » Marie sentit son cœur se déchirer, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Les créanciers avaient menacé de les expulser avant la fin du mois. L'hiver approchait, et elle ne pouvait pas laisser sa fille mourir de froid et de faim dans les rues de Rouen. Au moins, dans une famille aisée, Céleste aurait un toit, de la nourriture et peut-être même une éducation. Le père Dubois les attendait dans la sacristie, un homme corpulent aux joues rosies par le vin, qui portait sa soutane avec l'assurance de celui qui n'avait jamais connu la faim. Ses petits yeux porcins jaugèrent Céleste avec l'attention d'un marchand évaluant une marchandise. « Voici donc la petite dont vous m'avez parlé, Madame Leclerc, dit-il de sa voix nasillarde. Elle me semble en bonne santé. Les Beaumont cherchent justement une jeune domestique pour leur fille qui se marie bientôt. Cette enfant sera parfaite pour les tâches ménagères. » Marie serra les dents. Elle avait espéré que sa fille serait adoptée comme une enfant de la famille, qu'elle recevrait l'affection et l'éducation qu'elle méritait. Mais la réalité était bien différente. Céleste allait devenir une servante, une petite bonne corvéable à merci. « Quelles seront ses conditions ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Logée, nourrie, et elle recevra quelques sous par mois pour ses menus plaisirs. C'est bien plus généreux que ce que beaucoup d'autres familles offrent. Les Beaumont sont des gens respectables de la haute bourgeoisie normande. Leur domaine du Clos aux Roses est l'un des plus beaux de la région. » Céleste, qui écoutait cette conversation d'adulte sans tout comprendre, sentit néanmoins un frisson d'angoisse lui parcourir l'échine. L'instinct des enfants leur permet souvent de percevoir les dangers que les adultes masquent sous des mots rassurants. « Est-ce que je pourrais voir maman ?» demanda-t-elle timidement. Le père Dubois échangea un regard entendu avec Marie. « Les Beaumont préfèrent que leurs domestiques se consacrent entièrement à leur service. Les visites familiales, eh bien, elles ne sont pas encouragées. Mais ne vous inquiétez pas, petite, vous vous ferez rapidement à votre nouvelle vie. » Marie sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle venait de comprendre qu'elle ne reverrait probablement jamais sa fille. Mais il était trop tard pour reculer. Le père Dubois avait déjà préparé les papiers et elle avait donné sa parole. 2 jours plus tard, par un matin brumeux de novembre, Céleste monta dans la carriole qui devait l'emmener vers sa nouvelle vie. Sa petite valise en carton contenait ses maigres possessions, une robe de rechange, une poupée de chiffon confectionnée par sa mère, et un petit livre d'images que son père lui lisait autrefois. Marie courut derrière la carriole aussi longtemps qu'elle put, ses cris déchirant l'air froid. « Je t'aime, ma petite étoile, sois courageuse. Maman t'aime. » Céleste se retourna jusqu'à ce que la silhouette de sa mère disparaisse dans la brume, ses larmes traçant des sillons clairs sur ses joues rougies par le froid.
Elle ne savait pas encore qu'elle venait de vivre ses derniers moments de bonheur pour très longtemps. Le domaine du Clos aux Roses se dressait à une quinzaine de kilomètres de Rouen, au cœur de la campagne normande. La propriété s'étendait sur plusieurs hectares de prairies verdoyantes parsemées de pommiers centenaires. Le château, construit au XVIIIe siècle, imposait sa masse de pierre blonde au centre d'un parc à l'anglaise soigneusement entretenu. Quand la carriole franchit les grilles forgées, Céleste ouvrit de grands yeux émerveillés. Jamais elle n'avait vu tant de beauté et de richesse réunies en un seul lieu. Les allées gravillonnées serpentaient entre des massifs de buis taillés avec une précision géométrique. Des statues de marbre blanc ponctuaient la perspective, et au loin, elle apercevait les eaux miroitantes d'un petit étang où évoluaient des cygnes majestueux. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit le cocher, un homme âgé au visage buriné par les années de service. « Mais tu verras, petite, que la beauté d'un endroit ne dit rien sur les gens qui y vivent. » Ces paroles sibyllines ne trouvèrent pas d'écho dans l'esprit de Céleste, trop occupée à découvrir ce nouvel univers. Elle imaginait déjà qu'elle allait vivre comme une princesse dans un château de conte de fées. La carriole s'arrêta devant une porte latérale, moins imposante que l'entrée principale. Une femme d'âge mûr, vêtue de noir de la tête aux pieds, les attendait sur le perron. Il s'agissait de Marguerite Tessier, l'intendante du domaine, une femme sèche, aux traits anguleux qui dirigeait le personnel domestique d'une main de fer. « Ainsi, voici la nouvelle petite bonne », dit-elle en examinant Céleste de haut en bas avec une expression sévère. « Elle me paraît bien chétive pour les tâches qui l'attendent. Espérons qu'elle aura au moins du courage au travail. » Céleste descendit de la carriole, ses jambes tremblant légèrement sous l'effet de la fatigue et de l'appréhension. L'intendante l'attrapa par le bras avec une poigne ferme et la conduisit à l'intérieur du château par un couloir étroit, réservé au personnel. « D'où me suivez-vous ? Laissez un commentaire. » Les quartiers des domestiques contrastaient violemment avec l'opulence des appartements des maîtres. Les murs étaient nus, les sols de pierre brute et une odeur d'humidité et de cire imprégnaient l'atmosphère. Céleste découvrit sa chambre. Un réduit sous les combles, équipé d'un lit de fer étroit, d'une table branlante et d'une cuvette ébréchée pour la toilette. Une lucarne minuscule laissait filtrer un jour chiche qui ne suffisait pas à chasser l'obscurité permanente qui régnait dans ces lieux. « Tu dormiras ici ?» annonça sèchement Marguerite Tessier. « Le réveil se fait à 5 heures du matin. Tu commenceras par allumer les feux dans toutes les cheminées, puis tu aideras aux cuisines pour préparer le petit déjeuner de messieurs-dames. L'après-midi, tu t'occuperas du ménage et du service. Le soir, tu aideras à la vaisselle et au rangement. Tu auras une demi-journée de repos tous les 15 jours, si ton travail a été satisfaisant. » Céleste acquiesça en silence, trop intimidée pour poser les 1000 questions qui se bousculaient dans sa tête. Elle posa sa valise sur le lit étroit et sortit sa poupée de chiffon, qu'elle serra contre elle comme un talisman. « Et ça, tu peux l'oublier, » dit l'intendante en lui arrachant brutalement le jouet des mains. « Les domestiques n'ont pas le temps pour ces enfantillages. Tu n'es plus une petite fille, maintenant. Tu es au service de la famille Beaumont, et tu as intérêt à t'en montrer digne. » Ce fut le premier d'une longue série d'arrachements qui allait progressivement dépouiller Céleste de tout ce qui constituait son enfance et son identité. Le lendemain matin, à 5 heures précises, les coups violents frappés à sa porte la tirèrent d'un sommeil agité. Elle avait passé une grande partie de la nuit à pleurer silencieusement, étouffant ses sanglots dans l'oreiller rugueux pour ne pas déranger les autres domestiques. « Debout, paresseuse !» cria la voix aigre de Marguerite Tessier. « Le travail t'attend !» Céleste se leva péniblement, ses petites jambes ankylosées par le froid qui régnait sous les combles. Elle enfila rapidement sa robe de travail, un uniforme gris sombre qui la faisait ressembler à une petite souris, et dévala les escaliers de service jusqu'aux cuisines. L'énorme cuisine du château était déjà en effervescence. Plusieurs femmes s'activaient autour des fourneaux, préparant le petit déjeuner des maîtres. L'odeur du pain grillé et du café se mêlait à celle du feu de bois et des épices. Au centre de cette agitation, une femme imposante dirigeait les opérations, Henriette Beaumont, la mère de la future mariée. Âgée de 45 ans, Henriette Beaumont était une femme à la beauté froide et aristocratique.
Ses cheveux châtains, toujours impeccablement coiffés en chignon haut, encadraient un visage aux traits réguliers, mais durcis par l'orgueil et l'habitude du commandement. Elle portait une robe de soie noire, rehaussée de dentelle, qui soulignait sa silhouette encore svelte, malgré les années. Ce qui frappait le plus chez Henriette Beaumont, c'étaient ses yeux. 2 perles grises, froides comme l'hiver normand, qui semblaient jauger et cataloguer tout ce qu'elle regardait. Ces yeux-là n'avaient jamais connu la tendresse, et ils ne la connaîtraient jamais. Ainsi, voici la nouvelle petite domestique, dit-elle, en apercevant Céleste qui se tenait timidement près de la porte. « Approche-toi que je te vois mieux. » Céleste s'avança à pas hésitants, les mains serrées dans le dos pour cacher leur tremblement. Henriette Beaumont la détailla de la tête aux pieds avec l'attention d'un maquignon examinant une jument. Elle me paraît bien faible pour son âge. « 8 ans, c'est cela ?» dit-elle en se tournant vers l'intendante. « Oui, madame la comtesse, mais elle apprendra vite, j'en suis sûr. Elle a intérêt. Je ne tolère pas la paresse sous mon toit, et encore moins l'insubordination. » Son regard se posa de nouveau sur Céleste, qui sentit un frisson d'angoisse lui parcourir l'échine. « Comment t'appelles-tu, petite ?»« Céleste, madame, » répondit-elle d'une voix à peine audible. « Céleste comment ?»« Céleste Leclerc, madame. »« Eh bien, Céleste Leclerc, tu vas apprendre que dans cette maison, il n'y a qu'une seule règle, l'obéissance absolue. Tu feras ce qu'on te dira, quand on te le dira, et comme on te le dira. Est-ce que c'est clair ?»« Oui, madame. »« Parfait. Marguerite, montrez-lui ses tâches. Et veillez à ce qu'elle les accomplisse correctement. Je ne veux pas avoir à répéter mes instructions. » Ainsi commença pour Céleste une nouvelle existence, marquée dès le premier jour par la dureté et l'humiliation. Ses journées débutaient avant l'aube et se terminaient tard dans la soirée. Elle devait allumer les feux, balayer, épousseter, servir à table, laver la vaisselle et s'acquitter de toutes les tâches ingrates que les autres domestiques lui déléguaient. Mais le plus dur n'était pas la fatigue physique ou la longueur des journées. Le plus dur était l'indifférence glaciale avec laquelle elle était traitée, comme si elle n'existait pas vraiment, comme si elle n'était qu'un objet parmi d'autres dans l'inventaire du château. Les semaines passèrent et Céleste s'efforça de s'adapter à sa nouvelle vie. Elle apprit à se lever avant l'aube sans qu'on vienne la réveiller, à accomplir ses tâches en silence, à devenir invisible aux yeux des maîtres. Mais malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à satisfaire Henriette Beaumont, qui semblait prendre un plaisir malsain à relever la moindre imperfection dans son travail. Un matin de décembre particulièrement froid, alors que Céleste s'efforçait d'allumer le feu dans le salon principal, ses petites mains engourdies ne parvinrent pas à faire prendre l'amadou. Henriette Beaumont entra dans la pièce à ce moment-là et découvrit la cheminée encore froide. « Qu'est-ce que cela signifie ?» dit-elle d'une voix dangereusement calme. « Il est plus de 6 heures du matin et ce feu n'est toujours pas allumé. Je vous demande pardon, madame, » bégaya Céleste, les larmes aux yeux. « Mes mains sont gelées et je n'arrive pas à... »« Silence !» rugit Henriette Beaumont. « Je ne veux pas entendre tes excuses. Dans cette maison, on n'échoue pas, on réussit, et quand on échoue, on en assume les conséquences. » Elle attrapa Céleste par le bras et la traîna jusqu'aux cuisines, où elle remplit un seau d'eau bouillante. « Puisque tes mains sont gelées, nous allons les réchauffer, » dit-elle avec un sourire cruel. Ce qui suivit marqua le début d'un calvaire qui allait durer des années. Henriette Beaumont avait trouvé en Céleste un exutoire parfait pour sa cruauté naturelle et sa frustration de femme aigrie, par une existence dorée mais vide de sens. Les mois qui suivirent la première leçon d'Henriette Beaumont transformèrent progressivement Céleste d'une enfant insouciante en une petite créature apeurée, toujours sur ses gardes. Chaque matin apportait son lot d'angoisse, car la fillette ne savait jamais ce qui allait déclencher la colère de sa maîtresse. L'hiver 1893 fut particulièrement rigoureux en Normandie. La neige tombait en abondance, recouvrant les jardins du Clos aux Roses d'un manteau immaculé qui contrastait cruellement avec l'obscurité qui régnait dans les quartiers des domestiques. Céleste avait maintenant 9 ans, mais elle paraissait plus jeune,
tant son visage avait gardé cette expression de terreur permanente qui caractérise les enfants maltraités. Henriette Beaumont avait développé tout un système de correction qu'elle appliquait selon son humeur et la nature des fautes, réelles ou imaginaires, qu'elle reprochait à Céleste. Ces punitions avaient toujours lieu dans la cuisine, loin des regards indiscrets, quand les autres domestiques étaient occupés ailleurs dans le château. La discipline forge le caractère, répétait-elle en préparant ses instruments de torture avec le soin méticuleux d'un chirurgien. Tu me remercieras plus tard d'avoir fait de toi une domestique accomplie. Céleste avait appris à ne plus pleurer pendant les séances. Les larmes ne faisaient qu'attiser la cruauté d'Henriette Beaumont, qui y voyait un signe de faiblesse insupportable. La fillette serrait les dents et fixait un poing au mur, s'efforçant de s'évader mentalement vers les souvenirs heureux de sa vie d'avant. Elle pensait à sa mère, à leur promenade du dimanche le long de la Seine, aux histoires que lui racontait son père le soir avant de dormir. Ces images d'un bonheur perdu lui donnaient la force de supporter l'insupportable et de ne pas sombrer totalement dans le désespoir. Les autres domestiques du château assistaient à cette déchéance sans oser intervenir. Marguerite Tessier, l'intendante, fermait les yeux par lâcheté et par peur de perdre sa place. Les cuisinières et les femmes de chambre détournaient le regard quand elles croisaient Céleste dans les couloirs, honteuses de leur silence complice, mais trop terrorisées par Henriette Beaumont pour oser la défier. Seul Auguste Moreau, le vieux jardinier du domaine, montrait parfois un peu de compassion à l'enfant. C'était un homme de 70 ans, au dos voûté par des décennies de labeur, qui entretenait les jardins du château depuis plus de 40 ans. Il avait vu grandir Henriette Beaumont et connaissait sa vraie nature mieux que quiconque. Un matin de février, alors que Céleste vidait les cendres des cheminées dans le jardinet derrière les cuisines, Auguste s'approcha d'elle avec un petit panier. « Tiens, petite, » lui dit-il en sortant une pomme de son panier, « tu as l'air d'avoir faim. » Céleste leva vers lui ses grands yeux bleus cernés de fatigue et de tristesse. Elle n'osait pas accepter le fruit, sachant qu'Henriette Beaumont interdisait aux domestiques de grignoter entre les repas. « N'aie pas peur, » insista Auguste. « Personne ne nous voit. Et puis, une enfant de ton âge a besoin de se nourrir pour grandir. » Céleste prit timidement la pomme et la croqua avec délice. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas goûté quelque chose de sucré et de savoureux. Les repas des domestiques se composaient essentiellement de soupe claire, de pain rassis et de quelques légumes bouillis. « Dis-moi, petite, » continua Auguste en s'asseyant sur un banc de pierre, « comment tu t'appelles déjà ?»« Céleste, monsieur. Céleste, c'est un joli nom. Cela veut dire « qui vient du ciel », tu le savais. » La fillette secoua la tête. Depuis qu'elle était arrivée au château, personne ne lui avait parlé avec tant de douceur. « D'où viens-tu, Céleste qui vient du ciel ?»« De Rouen, monsieur. Maman m'a amené ici parce qu'elle ne pouvait plus s'occuper de moi. » Auguste hocha la tête tristement. Il avait deviné que l'enfant avait été vendu, comme tant d'autres fillettes issues de familles pauvres. Cette pratique était courante dans les campagnes normandes, où les grandes propriétés avaient toujours besoin de main-d'œuvre docile et bon marché. « Et tes mains, petite ?» demanda-t-il en remarquant les cicatrices qui marquèrent les paumes et le dos des mains de Céleste. La fillette cacha instinctivement ses mains derrière son dos, un geste devenu automatique tant elle avait honte de ces marques qui la désignaient comme une victime. « Ce n'est rien, monsieur. Je suis maladroite. C'est tout. » Auguste n'était pas dupe, mais il ne voulait pas effrayer l'enfant en posant trop de questions. Il avait compris que quelqu'un dans le château maltraitait cette petite fille, et il se doutait bien de qui il s'agissait. « Écoute-moi bien, Céleste, » dit-il en posant doucement sa main calleuse sur l'épaule frêle de l'enfant. « Si jamais tu as des ennuis, si jamais quelqu'un te fait du mal, tu peux venir me voir dans les jardins. Je ne peux peut-être pas t'aider beaucoup, mais au moins tu ne seras pas toute seule. » Ces paroles de réconfort furent comme un baume sur le cœur meurtri de Céleste. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit qu'elle n'était pas complètement abandonnée au monde. Hélas, cette petite lueur d'espoir fut de courte durée. Quelques jours plus tard, Henriette Beaumont découvrit que Céleste avait parlé avec le jardinier, et elle entra dans une rage folle. «
Comment oses-tu perdre ton temps en bavardage » hurla-t-elle en traînant l'enfant vers la cuisine. « Je t'interdis de parler à qui que ce soit sans ma permission. Tu n'es qu'une domestique, tu n'as pas d'amis ici. » La correction qui suivit fut particulièrement sévère. Henriette Beaumont utilisait maintenant une canne en bambou qu'elle avait fait spécialement fabriquer pour ses séances de dressage. Les coups pleuvaient sur les mains, les bras et le dos de Céleste, qui serrait les dents pour ne pas crier. « Répète après moi », ordonnait Henriette Beaumont entre deux coups. « Je ne parlerai à personne sans permission. Je ne parlerai à personne sans permission, » bégayait Céleste. « Je suis une domestique et je dois rester à ma place. Je suis une domestique et je dois rester à ma place. Parfait. Et maintenant, pour que tu n'oublies pas cette leçon, » Henriette Beaumont plongea la canne dans un seau d'eau salée et reprit sa sinistre besogne. Le sel pénétrait dans les plaies ouvertes, provoquant une douleur atroce que Céleste ne pourrait jamais oublier. Cette escalade dans la violence marqua un tournant dans l'évolution psychologique de la fillette. Progressivement, elle se repliait sur elle-même, parlait de moins en moins et développait toute une série de tics nerveux qui trahissaient son état de stress permanent. Elle sursautait au moindre bruit, baissait instinctivement la tête quand un adulte s'approchait d'elle et avait pris l'habitude de cacher ses mains dans les plis de sa robe pour que personne ne voie les marques de son calvaire. Le printemps 1893 apporta une animation inhabituelle au château du Clos aux Roses. Louise Beaumont, la fille d'Henriette, allait se marier au mois de septembre avec Charles de Montmorency, héritier d'une riche famille d'armateurs du Havre. Les préparatifs du mariage mobilisaient toute la maisonnée et Céleste fut naturellement réquisitionnée pour aider aux innombrables tâches que nécessitait l'organisation de cette fastueuse cérémonie. Louise Beaumont était une jeune femme de 23 ans, d'une beauté fragile et mélancolique qui contrastait avec la dureté de sa mère. Ses cheveux blonds, toujours coiffés selon la dernière mode parisienne, encadraient un visage aux traits délicats, mais marqué par une expression de tristesse permanente. Contrairement à sa mère, Louise ne manifestait pas de cruauté particulière envers les domestiques. Elle les ignorait simplement, comme s'ils faisaient partie du mobilier. Cette indifférence n'était pas de la méchanceté, mais plutôt le résultat de son éducation aristocratique qui lui avait appris à considérer les gens du peuple comme des êtres d'une espèce différente. Céleste fut chargée de l'entretien de la garde-robe de la future mariée, une tâche particulièrement délicate, car les robes de soie et de dentelle exigeaient des soins minutieux. Elle passait des heures dans le dressing de Louise, à brosser, repasser et ranger des toilettes qui valaient plus que ce qu'elle aurait pu gagner en toute une vie. Ces moments de solitude dans le dressing étaient devenus précieux pour Céleste. Entourée de toute cette beauté, elle pouvait s'évader quelques instants de la dure réalité de sa condition. Elle caressait parfois les tissus soyeux en rêvant à la vie qu'elle aurait pu avoir si elle était née dans une famille aisée. Un jour de mai, alors qu'elle arrangeait la robe de mariée sur son mannequin, Louise entra inopinément dans la pièce. Céleste sursauta et faillit laisser tomber le précieux vêtement. « N'aie pas peur, » dit Louise d'une voix douce. « Je voulais juste voir comment tu t'occupais de ma robe. » C'était la première fois que la future mariée s'adressait directement à elle. Céleste, paralysée par la timidité, ne savait pas quoi répondre. « Comment tu t'appelles » continua Louise en s'approchant du mannequin pour examiner sa robe. « Céleste, mademoiselle, » murmura l'enfant. « Céleste, quel âge as-tu » « 9 ans, mademoiselle. » Louise observa plus attentivement la fillette et remarqua sa maigreur, ses yeux cernés et surtout ses mains abîmées qu'elle s'efforçait de dissimuler dans les plis de sa robe. « Montre-moi tes mains, » dit-elle soudain. Céleste pâlit et recula d'un pas. « Ce n'est rien, mademoiselle. Je suis maladroite, c'est tout. »« Montre-moi tes mains, » répéta Louise d'un ton plus ferme. Tremblante, Céleste tendit ses petites mains marquées de cicatrices. Louise les examina en silence, son visage devenant de plus en plus grave au fur et à mesure qu'elle découvrait l'étendue des blessures. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Céleste ne répondit pas, terrifiée à l'idée de dénoncer Henriette Beaumont. Elle savait que les conséquences seraient terribles si sa maîtresse apprenait qu'elle avait parlé.
C'est ma mère, n'est-ce pas? Insista Louise. Le silence de Céleste était plus éloquent qu'un aveu. Louise ferma les yeux et soupira profondément. Elle connaissait la cruauté de sa mère, mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle s'exercerait sur une enfant de cet âge. « Écoute-moi bien, Céleste, » dit-elle en s'agenouillant devant la fillette. « Après mon mariage, je partirai vivre au Havre avec mon mari. Je ne pourrai plus rien pour toi, mais je vais essayer de faire quelque chose avant de partir. » Ces paroles éveillèrent un faible espoir dans le cœur de Céleste, mais elle n'osait pas y croire vraiment. Trop souvent déjà, elle avait été déçue par les promesses des adultes. Malheureusement, Louise n'eut pas l'occasion de tenir sa promesse. Quelques jours plus tard, Henriette Beaumont découvrit que sa fille avait parlé avec la petite domestique, et elle entra dans une colère noire. « Comment oses-tu encourager cette petite dans sa paresse ?» reprocha-t-elle à Louise. « Si tu la plains, elle va croire qu'elle peut se permettre de mal faire son travail. Mère, cet enfant est marqué partout. Ce que vous lui faites subir est inhumain. Ce que je lui fais subir, ma fille, c'est de l'éducation. Cette petite vient d'un milieu sordide, et il faut la dresser pour qu'elle devienne une domestique convenable. Si tu n'es pas capable de comprendre cela, c'est que ton futur mari aura beaucoup de mal à diriger une maisonnée. » Louise baissa la tête, vaincue par l'autorité maternelle qui l'écrasait depuis l'enfance. Elle n'avait jamais eu le courage de s'opposer à sa mère, et ce n'était pas aujourd'hui qu'elle commencerait. Cette conversation eut pour seul résultat d'aggraver le sort de Céleste. Henriette Beaumont décida que la fillette avait besoin d'une leçon mémorable pour lui apprendre à ne pas chercher de protecteur dans la famille. Ce soir-là, après que tous les domestiques furent couchés, elle fit venir Céleste dans la cuisine. L'enfant, réveillé en sursaut, descendit pieds nus dans l'obscurité, le cœur battant d'appréhension. Henriette Beaumont l'attendait près du grand fourneau, une expression de satisfaction cruelle sur le visage. À côté d'elle, sur la table, étaient disposés tous les instruments qu'elle utilisait habituellement pour ses corrections. La canne de bambou, des cordes, et un petit brasero où rougissaient quelques fers. « Approche-toi » ordonna-t-elle d'une voix glaciale. « Il paraît que tu cherches à apitoyer ma fille sur ton sort. Tu crois peut-être qu'elle va te protéger de moi ?» Céleste secoua la tête énergiquement, les larmes aux yeux. « Non, madame, je n'ai rien dit. Je n'ai rien demandé. »« Menteuse, Louise m'a tout rapporté. Tu lui as montré tes mains en espérant qu'elle intercéderait pour toi. »« Non, madame, c'est elle qui m'a demandé de les montrer. »« Je n'ai rien fait de mal. »« Silence, » rugit Henriette Beaumont en gifla violemment l'enfant. « Tu oses accuser ma fille de mensonge ? Tu vas apprendre une bonne fois pour toutes qui commande dans cette maison. » La séance qui suivit dépassa en horreur tout ce que Céleste avait subi jusqu'alors. Henriette Beaumont semblait avoir perdu tout contrôle, laissant libre cours à une cruauté qui n'avait plus rien d'humain. Elle utilisait tour à tour tous ses instruments de torture, s'interrompant parfois pour observer avec satisfaction les marques qu'elle imprimait sur le corps fragile de l'enfant. « Tu vois ces cicatrices » disait-elle en montrant les mains de Céleste. « Elles sont ma signature. Elles prouvent que tu m'appartiens. Et maintenant, nous allons en ajouter quelques-unes pour que tu n'oublies jamais cette leçon. » Céleste perdit connaissance plusieurs fois pendant cette nuit d'horreur. Mais Henriette Beaumont la réveillait en lui jetant de l'eau froide au visage pour continuer son œuvre de destruction. Quand tout fut terminé, la fillette gisait sur le carrelage de la cuisine, recroquevillée sur elle-même, le corps zébré de marques sanglantes. Henriette Beaumont la contempla avec satisfaction, comme un artiste admirant son œuvre. « Voilà ce qui arrive aux petites domestiques qui oublient leur place, » murmura-t-elle. « Maintenant, remonte dans ta chambre et n'oublie jamais cette leçon. » Céleste rampa jusqu'à l'escalier de service et remonta péniblement jusqu'à sa mansarde. Elle s'effondra sur son lit étroit et pleura silencieusement jusqu'à l'aube, serrant contre elle l'image mentale de sa mère qui était devenue son unique réconfort. Cette nuit marqua un tournant définitif dans l'existence de Céleste. Quelque chose se brisa en elle, quelque chose d'essentiel qui ne se réparerait jamais. L'enfant joyeuse et confiante qu'elle avait été autrefois disparut à jamais, remplacée par une petite créature apeurée qui ne vivait plus que dans la terreur permanente.
Les semaines qui suivirent furent marquées par une intensification des préparatifs du mariage. Le château se transformait progressivement en un décor de conte de fées, avec des guirlandes de fleurs fraîches dans tous les couloirs, des nappes de dentelle sur toutes les tables et des arrangements floraux somptueux dans tous les salons. Céleste, malgré son état de faiblesse extrême, était mobilisée du matin au soir pour participer à ces préparatifs. Elle devait nettoyer l'argenterie, cirer les parquets, laver les cristaux et s'acquitter de toutes les tâches que les autres domestiques lui déléguaient. Sa santé se dégradait de jour en jour. Elle maigrissait à vue d'œil, perdait ses cheveux par poignées et développait une toux persistante qui inquiétait même les autres servantes. Mais Henriette Beaumont refusait de lui accorder le moindre répit. « Une domestique qui ne peut pas travailler ne sert à rien », répétait-elle. « Si cette petite est trop faible pour accomplir ses tâches, nous la renverrons d'où elle vient. » Cette menace terrorisait Céleste plus que toutes les tortures physiques. Retourner à Rouen signifiait retrouver sa mère. Certes, mais cela signifiait aussi avouer son échec et plonger sa famille dans une misère encore plus grande. Elle préférait endurer son calvaire plutôt que de décevoir sa mère qui avait cru bien faire en la confiant aux Beaumont. Le 15 septembre 1903 se leva dans une splendeur dorée qui semblait promettre une journée parfaite pour le mariage de Louise Beaumont. 10 années s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Céleste au Clos aux Roses. 10 années de souffrances silencieuses qui avaient transformé l'enfant joyeuse en une jeune fille de 18 ans au regard éteint et aux mains marquées par 1000 cicatrices. L'adolescente qu'était devenue Céleste gardait encore quelques traces de la beauté qu'elle aurait pu avoir dans d'autres circonstances. Ses cheveux châtains, devenus ternes à force de malnutrition et de stress, encadraient un visage émacié où brillaient encore ses grands yeux bleus, désormais voilés par une tristesse infinie. Sa silhouette frêle flottait dans l'uniforme gris des domestiques, et ses mains, autrefois si douces, étaient devenues rugueuses et déformées par les années de labeur et de mauvais traitements. Henriette Beaumont, maintenant âgée de 55 ans, n'avait rien perdu de sa cruauté. Les années avaient même durci ses traits et affiné sa méchanceté. Elle dirigeait les préparatifs du mariage, avec l'efficacité impitoyable d'un général organisant une bataille, et Céleste était sa cible privilégiée pour évacuer le stress de cette journée cruciale. « Cette petite gâche tout ce qu'elle touche !» criait-elle en découvrant une légère trace sur un verre de cristal que Céleste venait de nettoyer. « Regarde-moi ça, il faut tout recommencer. » Céleste reprit le verre en silence et le nettoya une nouvelle fois avec des gestes mécaniques. Elle avait appris depuis longtemps que protester ne servait à rien et ne faisait qu'aggraver les choses. Sa stratégie de survie consistait à se rendre la plus invisible possible, à anticiper les désirs de sa maîtresse avant même qu'ils soient exprimés et à encaisser les coups sans broncher. Les invités commencèrent à arriver vers 10 heures du matin. C'était toute l'aristocratie normande qui se pressait au Clos aux Roses, comtes, marquis, riches bourgeois et industriels prospères. Les équipages se succédaient dans l'allée principale, déversant leur cargaison de toilettes somptueuses et de bijoux scintillants. Céleste observait ce défilé depuis la fenêtre des cuisines, fascinée malgré elle par tant de faste et d'élégance. Elle n'avait jamais vu autant de richesses réunies en un seul lieu, et une partie d'elle-même ne pouvait s'empêcher d'admirer cette beauté, même si elle savait qu'elle n'y aurait jamais accès. « Qu'est-ce que tu fais là, paresseuse ?» La voix cinglante d'Henriette Beaumont la fit sursauter. « Tu n'as rien d'autre à faire que de regarder par la fenêtre ?» « Pardonnez-moi, madame, j'allais justement. »« Tu allais rien du tout. File préparer le service pour l'apéritif et tâche de ne rien casser pour une fois. » Céleste s'empressa d'obéir, disposant sur des plateaux d'argent les petits fours et les canapés préparés par les cuisinières. Elle devait servir dans le grand salon au milieu de tous ces invités prestigieux, et cette perspective la terrorisait. Et si elle trébuchait? Et si elle renversait quelque chose? Henriette Beaumont ne lui pardonnerait jamais un incident devant ses invités. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur.
Le grand salon du château avait été décoré avec un goût exquis pour l'occasion. Des arrangements de roses blanches et de lys ornaient chaque table, des guirlandes de lierre couraient le long des murs et des chandeliers de cristal diffusaient une lumière dorée qui se reflétait dans les miroirs anciens. L'atmosphère était celle d'un rêve de conte de fées où tout respirait l'harmonie et le bonheur. Céleste entra dans ce décor féerique avec son plateau, s'efforçant de se faire la plus discrète possible. Elle circulait entre les invités comme une ombre, servant les rafraîchissements en baissant les yeux pour éviter les regards. Pour ces gens du monde, elle n'existait pas vraiment. Elle faisait partie du décor au même titre que les meubles ou les tableaux. C'est alors qu'elle croisa le regard d'un homme qui se détachait de l'assemblée. Il s'agissait d'Antoine Mercier, un jeune photographe parisien de 25 ans que les Beaumont avaient engagé pour immortaliser cette journée exceptionnelle. Contrairement aux autres invités, Antoine avait remarqué Céleste et semblait intrigué par quelque chose qu'il lisait dans son regard. Antoine Mercier était un homme de taille moyenne, aux cheveux bruns soigneusement peignés et aux yeux noisettes pétillants d'intelligence. Il portait un costume sombre de bonne coupe qui trahissait sa réussite professionnelle, mais son regard avait gardé cette fraîcheur et cette curiosité qui caractérisent les vrais artistes. Contrairement à la plupart des bourgeois parisiens, il ne manifestait aucun mépris pour les gens du peuple et savait reconnaître la beauté et la dignité sous les haillons. Quand Céleste s'approcha de lui pour lui offrir un verre de champagne, leurs regards se croisèrent l'espace d'un instant. Antoine fut frappé par la tristesse infinie qu'il lut dans ses yeux bleus, et surtout par le contraste saisissant entre la jeunesse de la fille et la résignation douloureuse qui marquait ses traits. « Merci, mademoiselle », dit-il simplement en prenant le verre, mais avec une douceur dans la voix qui fit tressaillir Céleste. Cela faisait si longtemps qu'on ne lui avait pas parlé avec courtoisie. Elle leva brièvement les yeux vers lui et murmura un « de rien, monsieur », à peine audible avant de s'éloigner rapidement. Antoine la suivit du regard, troublé par cette rencontre fugace. Il y avait quelque chose d'émouvant dans l'attitude de cette jeune domestique, quelque chose qui ne collait pas avec l'atmosphère de fête qui régnait dans le château. En tant qu'artiste habitué à observer les êtres humains, il avait développé une sensibilité particulière aux détails révélateurs, et tout dans l'attitude de cette fille criait la souffrance et la peur. La cérémonie religieuse eut lieu à 3 heures de l'après-midi dans la petite église du village voisin. Louise Beaumont était resplendissante dans sa robe de soie et de dentelle, et Charles de Montmorency faisait un marié élégant dans son habit à queue de pie. Tout semblait parfait dans ce tableau de bonheur bourgeois, mais Antoine, qui immortalisait la scène avec son appareil photographique, ne pouvait s'empêcher de penser à la jeune domestique qu'il avait entrevue au château. Après la cérémonie, tous les invités retournèrent au Clos aux Roses pour le banquet et la réception. Les festivités devaient durer jusqu'à tard dans la soirée, et Céleste savait qu'elle aurait à peine le temps de souffler. Elle devait aider au service du dîner, puis participer au nettoyage qui s'étendrait probablement jusqu'à l'aube. C'est vers 6 heures du soir, au moment où les invités se rassemblèrent dans le parc pour la séance photo officielle, que l'incident se produisit. Antoine Mercier dirigeait la mise en place de la photo de groupe devant la façade principale du château, disposant les mariés au centre et organisant les invités autour d'eux selon un protocole complexe qui tenait compte des hiérarchies sociales. « Un peu plus à droite, s'il vous plaît, monsieur le comte », disait-il en dirigeant les opérations. « Et vous, madame la marquise, pourriez-vous vous avancer légèrement ?» Henriette Beaumont surveillait ses préparatifs avec l'attention d'un faucon, veillant à ce que tout soit parfait pour cette photo qui ornerait le salon familial pendant des générations. Elle remarqua soudain que Céleste, qui aidait au service du champagne dans le parc, apparaissait à l'arrière-plan de la composition. « Vous, là-bas !» cria-t-elle à l'adresse de la jeune fille. « Sortez immédiatement du champ. Vous n'avez rien à faire sur cette photo. » Céleste, confuse, ne comprit pas immédiatement de quoi il s'agissait. Elle se trouvait à une quinzaine de mètres du groupe principal, occupée à débarrasser des verres vides sur une table de jardin. Elle ne pensait pas être visible sur la photo. « Êtes-vous sourde ?» rugit Henriette Beaumont en s'avançant vers elle.
Je vous ai dit de partir. Mais madame, intervint timidement Antoine Mercier, cette demoiselle est suffisamment loin pour ne pas gêner la composition. Et puis, elle fait partie de la maisonnée, après tout. Le photographe parisien ne mesurait pas l'ampleur de sa maladresse. En prenant la défense de Céleste, il déclenchait la fureur d'Henriette Beaumont, qui ne supportait pas qu'un étranger remette en question son autorité devant ses invités. « Monsieur Mercier, dit-elle d'une voix glaciale, je vous prie de vous occuper de votre travail et de me laisser gérer mon personnel comme je l'entends. Cette personne n'a effectivement rien à faire sur une photographie de famille. » Antoine comprit qu'il venait de commettre une erreur, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Il se contenta d'acquiescer en silence et de reprendre ses préparatifs, tout en gardant un œil sur la scène qui se déroulait à quelques mètres de lui. Henriette Beaumont avait rejoint Céleste près de la table de jardin et lui parlait à voix basse. Mais Antoine pouvait voir à son expression qu'elle était en train de passer un savon mémorable à la pauvre fille. Céleste baissait la tête et acquiesçait à tout ce qu'on lui disait, dans cette attitude de soumission absolue que connaissent bien les victimes de violences chroniques. « Très bien, » dit finalement Henriette Beaumont à haute voix, « prenez votre photo, monsieur Mercier, et assurez-vous que cette domestique n'y apparaisse pas. » Antoine procéda à la prise de vue, mais son attention était partagée entre son travail et l'observation de la jeune fille qui s'était réfugiée derrière un massif de rhododendrons. Il avait remarqué quelque chose de troublant dans ses mains quand elle manipulait les verres. Elles étaient couvertes de cicatrices anciennes et récentes qui ne pouvaient ne pas être le résultat d'accidents domestiques normaux. En tant qu'artiste sensible aux drames humains, Antoine avait déjà eu l'occasion de côtoyer la misère et la violence dans les quartiers populaires de Paris. Il savait reconnaître les signes de maltraitance, et tout chez cette jeune domestique criait l'abus et la souffrance. La réception se poursuivit tard dans la soirée. Vers 11 heures, alors que les invités commençaient à se disperser et que les domestiques s'activaient pour débarrasser et nettoyer, Antoine décida de tenter une approche discrète. Il avait préparé une plaque photographique supplémentaire et voulait prendre quelques clichés d'ambiance pour compléter son reportage. Il se dirigea vers les cuisines sous prétexte de documenter le travail des domestiques, une idée qui lui était parfois venue pour ses projets artistiques personnels. C'est là qu'il trouva Céleste, seule, en train de laver la vaisselle dans un évier de pierre. La jeune fille sursauta en le voyant entrer, et son premier réflexe fut de cacher ses mains dans les plis de son tablier. Antoine s'approcha doucement, comme on approche un animal blessé. « N'ayez pas peur, » dit-il d'une voix apaisante. « Je voulais juste prendre quelques photos des cuisines. Vous pouvez continuer votre travail. » Céleste le regarda avec méfiance, ne comprenant pas ce que cet homme élégant venait faire dans les sous-sols du château. Personne ne s'intéressait jamais aux domestiques, et encore moins pour les photographier. « Je n'ai pas le droit de parler aux invités, monsieur, » murmura-t-elle. « Madame Beaumont me l'a interdit. »« Madame Beaumont n'est pas là, » répliqua Antoine en installant son trépied. « Et d'ailleurs, je ne vous demande pas de parler. Continuez simplement votre travail. » Il commença à prendre des photos de la cuisine, s'efforçant de mettre Céleste en confiance par sa présence discrète et non menaçante. Peu à peu, la jeune fille se détendit et reprit sa vaisselle, oubliant presque qu'elle était observée. C'est alors qu'Antoine put véritablement observer ses mains. Ce qu'il découvrit le bouleversa. Ses mains portaient les traces de tortures systématiques, brûlures, coupures, ecchymoses anciennes et récentes, déformations dues à des fractures mal soignées. C'était un véritable catalogue de la violence domestique. « Mon Dieu !» murmura-t-il malgré lui. « Qui vous a fait ça ?» Céleste se figea et cacha immédiatement ses mains derrière son dos. « Ce n'est rien, monsieur. Je suis maladroite, c'est tout. »« Maladroite ?» Antoine secoua la tête avec tristesse. « Mademoiselle, j'ai grandi dans les quartiers populaires de Paris. Je sais reconnaître les marques de violence quand j'en vois. Quelqu'un vous maltraite, n'est-ce pas ?» Céleste ne répondit pas, mais ses yeux se remplirent de larmes qu'elle s'efforça de retenir. La gentillesse de cet homme était plus douloureuse que toutes les cruautés d'Henriette Beaumont, car elle lui rappelait ce qu'elle avait perdu, la capacité à faire confiance, à espérer,
à croire qu'il existait encore de la bonté dans le monde. « Écoutez-moi, » continua Antoine en se rapprochant d'elle. « Je ne peux peut-être pas vous aider maintenant, mais je peux témoigner de ce que j'ai vu. Ces photos que je viens de prendre, elles montrent vos mains, vos blessures. Un jour peut-être, elles serviront de preuves. » « Des preuves ?» Céleste le regarda avec incompréhension. « Preuve de quoi, monsieur ? Preuve que quelqu'un dans cette maison vous torture. Preuve que derrière le faste et l'élégance de cette réception, il y a une réalité beaucoup plus sombre. » Ces paroles révolutionnaires ébranlèrent le monde de Céleste. Jamais elle n'avait envisagé que ce qu'elle subissait puisse être considéré comme un crime, comme quelque chose d'anormal qui méritait d'être dénoncé. Pour elle, les coups et les humiliations faisaient partie de sa condition de domestique, au même titre que la fatigue et la faim. Mais Madame Beaumont a le droit de me corriger si je fais mal mon travail, protesta-t-elle faiblement. Corriger, oui, torturer, non. Ce que vous avez subi dépasse largement le cadre d'une correction normale. Regardez vos mains, regardez votre visage. Vous avez 18 ans et vous en paraissez 30, ce n'est pas normal. Antoine sortit de sa poche une petite carte de visite et la glissa discrètement dans la main de Céleste. « Voici mon adresse à Paris. Si jamais vous trouvez le moyen de vous échapper de cette maison, venez me voir. Je vous aiderai comme je pourrai. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Céleste. S'échapper? Elle n'avait jamais envisagé cette possibilité. Où irait-elle? Comment survivrait-elle? Elle ne connaissait rien au monde extérieur, n'avait aucune formation, aucun argent, aucune relation. « Je ne peux pas partir, monsieur, » balbutia-t-elle. « Je n'ai nulle part où aller. Et puis, ma mère, elle compte sur l'argent que je gagne ici. »« Quel argent ?» demanda Antoine avec surprise. Céleste réalisa soudain qu'elle n'avait jamais reçu le moindre sou depuis 10 ans qu'elle travaillait au château. Henriette Beaumont lui avait toujours dit que son salaire était envoyé directement à sa mère, mais maintenant qu'elle y réfléchissait, cette explication lui paraissait douteuse. « Madame Beaumont envoie mon salaire à ma mère à Rouen, » dit-elle d'une voix incertaine. Antoine secoua tristement la tête. « J'ai bien peur que vous ayez été trompée, mademoiselle. Les domestiques reçoivent normalement leur salaire en main propre. Et d'ailleurs, quel salaire pourrait justifier ce que vous endurez ?» Cette révélation fut comme un coup de poignard pour Céleste. Non seulement elle souffrait depuis 10 ans, mais en plus, sa souffrance ne servait à rien. Sa mère ne recevait probablement aucun argent et son sacrifice était parfaitement inutile. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle en s'appuyant contre l'évier pour ne pas s'effondrer. « Ce n'est pas possible. Je suis désolé, » dit Antoine avec compassion. « Mais il faut que vous ouvriez les yeux sur votre situation. Vous êtes maintenu en esclavage par des gens sans scrupules qui profitent de votre naïveté et de votre isolement. » Soudain, des pas résonnèrent dans l'escalier menant aux cuisines. Antoine rangea précipitamment son matériel photographique, tandis que Céleste se remettait fébrilement à sa vaisselle. Henriette Beaumont apparut dans l'encadrement de la porte, son regard froid balayant la scène avec suspicion. « Monsieur Mercier, que faites-vous ici ? » « Je prenais quelques photos d'ambiance pour compléter mon reportage, madame. Les cuisines font partie de la vie du château, après tout. Les cuisines ne concernent que les domestiques, » répliqua sèchement Henriette Beaumont. « Je ne vois pas l'intérêt de les photographier. Et vous, dit-elle en se tournant vers Céleste, pourquoi n'avez-vous pas terminé cette vaisselle? Il est presque minuit. »« J'y travaille, madame, » bégaya Céleste en redoublant d'activité. Antoine comprit qu'il devait partir avant d'aggraver la situation de la jeune fille. Il salua poliment Henriette Beaumont et remonta vers les salons, mais il emportait avec lui les images dévastatrices qu'il venait de capturer et la détermination de faire quelque chose pour cette malheureuse. Dès qu'Antoine fut parti, Henriette Beaumont se dirigea vers Céleste et l'attrapa brutalement par le bras. « Qu'est-ce que vous avez dit à ce photographe » siffla-t-elle. « Rien, madame. Il a juste pris des photos. Je n'ai rien dit. Ne me mentez pas, je vous ai vu parler. Il m'a juste demandé de continuer mon travail pour ces photos, c'est tout. Je vous jure que je n'ai rien dit d'autre. » Henriette Beaumont la dévisagea longuement, cherchant des signes de mensonge dans son regard, puis,
Apparemment satisfaite, elle la relâcha. « Tant mieux pour vous. Parce que si j'apprends que vous avez raconté des histoires sur cette maison, vous le regretterez amèrement. Et maintenant, finissez cette vaisselle et allez vous coucher. Demain, il faudra tout nettoyer après la réception. » Restée seule, Céleste termina machinalement sa tâche, l'esprit en ébullition. Les paroles d'Antoine avaient semé en elle des graines de doute qui germaient à une vitesse terrifiante. Et si tout ce qu'elle avait cru pendant 10 ans était faux? Et si sa mère ne recevait effectivement aucun argent? Et si elle pouvait vraiment s'échapper de cet enfer? La carte de visite d'Antoine brûlait dans sa poche comme un charbon ardent. Pour la première fois depuis 10 ans, Céleste entrevoyait une lueur d'espoir. Mais cet espoir était aussi terrifiant que l'absence d'espoir, car il impliquait de tout remettre en question et de prendre des risques énormes. Cette nuit-là, dans sa mansarde froide, Céleste ne dormit pas. Elle regardait par la lucarne les étoiles qui brillaient au-dessus de la campagne normande. Et elle se demandait si elle aurait un jour le courage de tenter l'impossible, reprendre sa liberté. L'automne 1903 s'installait lentement sur la Normandie, peignant les pommiers du domaine de couleurs cuivrées et dorées. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le mariage de Louise, et le château avait retrouvé son calme habituel. Mais pour Céleste, plus rien ne serait jamais comme avant. Les paroles d'Antoine Mercier avaient éveillé en elle une conscience nouvelle, douloureuse et libératrice à la fois. La jeune fille, maintenant âgée de 18 ans, observait le monde qui l'entourait avec des yeux différents. Elle commençait à comprendre que sa situation n'était pas normale, que les autres domestiques du château, même s'ils étaient traités durement, ne subissaient pas les tortures systématiques qu'Henriette Beaumont lui infligeait depuis 10 ans. Marguerite Tessier, l'intendante, recevait un salaire régulier qu'elle économisait pour sa retraite. Les cuisinières avaient des jours de congé et pouvaient rendre visite à leur famille. Même les valets de pied et les femmes de chambre bénéficiaient de conditions de travail décentes. Seule Céleste vivait dans cet état d'esclavage total qui la privait de tout. Liberté, salaire, repos, dignité, cette prise de conscience fut à la fois révélatrice et dévastatrice. Pendant 10 ans, elle avait cru que sa souffrance était le prix normal à payer pour le gîte et le couvert. Maintenant, elle réalisait qu'elle avait été dupée, manipulée, maintenue dans l'ignorance pour mieux l'exploiter. La carte de visite d'Antoine Mercier était devenue son trésor le plus précieux. Elle la cachait dans l'ourlet de sa robe, cousue dans un petit morceau de tissu, et la touchait parfois discrètement pour se rappeler que quelque part dans le monde, quelqu'un connaissait sa situation et était prêt à l'aider. Mais comment s'échapper du château? Céleste n'avait jamais mis les pieds hors du domaine depuis son arrivée. Elle ne connaissait ni la géographie des environs, ni les moyens de transport, ni même l'emplacement exact de la gare la plus proche. Et surtout, elle n'avait pas un sou en poche pour acheter un billet de train. C'est Auguste Moreau, le vieux jardinier, qui lui fournit involontairement la solution. Un matin d'octobre, alors qu'elle vidait les cendres des cheminées dans le petit jardinet, elle le trouva en train de charger sa carriole de légumes pour le marché hebdomadaire de Rouen. « Bonjour, petite Céleste, » dit-il avec sa gentillesse habituelle. « Tu as l'air bien songeuse ce matin. » Depuis 10 ans, Auguste était le seul être humain du château à lui témoigner un peu de compassion. Vieilli et fatigué, il n'avait jamais osé s'opposer ouvertement à Henriette Beaumont, mais il trouvait parfois de petits moyens de soulager la misère de Céleste. Une pomme glissée discrètement, un mot aimable, un sourire complice. « Vous allez à Rouen, monsieur Auguste ?» demanda timidement Céleste. « Comme tous les jeudis, ma petite, je vais vendre les légumes du potager au marché. Cela me fait une petite sortie et cela rapporte quelques sous au domaine. » Une idée germa dans l'esprit de Céleste. Et si elle se cachait dans la carriole? Auguste partait toujours très tôt le matin, avant le lever des maîtres, et il ne revenait qu'en fin d'après-midi. Personne ne remarquerait son absence avant plusieurs heures, ce qui lui donnerait le temps d'atteindre Rouen et de prendre le train pour Paris. Mais pouvait-elle faire courir ce risque au vieux jardinier?
Si Henriette Beaumont découvrait qu'il l'avait aidé à s'enfuir, elle n'hésiterait pas à le renvoyer sans pension, et Auguste n'avait nulle part où aller à son âge. Céleste passa les jours suivants à peaufiner son plan d'évasion. Elle devait agir un jeudi matin, jour de marché, et elle devait le faire sans compromettre Auguste. La solution était simple: se cacher dans la carriole à son insu, de façon qu'il puisse nier toute complicité si l'affaire tournait mal. Le mercredi 21 octobre 1903, Céleste prit sa décision. Le lendemain matin, elle tenterait l'impossible. Elle passa une nuit blanche à préparer mentalement son évasion, le cœur battant d'angoisse et d'espoir mêlés. À 4 heures du matin, elle descendit silencieusement dans la cour du château. Auguste était déjà en train de charger sa carriole de paniers de légumes, sifflotant doucement dans l'obscurité. Céleste attendit qu'il retourne au potager chercher une dernière cargaison, puis elle se glissa prestement sous la bâche qui protégeait les marchandises. L'espace était exigu et inconfortable, mais Céleste s'y blottit de son mieux, retenant sa respiration quand Auguste revint et acheva de charger la carriole. Quelques minutes plus tard, l'attelage s'ébranla dans un grincement de roues sur les pavés de la cour. Céleste n'avait jamais ressenti un mélange d'émotions aussi intense. La terreur de ce qu'elle faisait se mêlait à une ivresse de liberté qu'elle n'avait pas connue depuis l'enfance. Pour la première fois depuis 10 ans, elle s'éloignait du château, de cette prison dorée qui avait dévoré sa jeunesse. Le voyage jusqu'à Rouen dura près de 2 heures. Cahotée dans sa cachette inconfortable, Céleste découvrait les bruits et les odeurs de la campagne normande. Le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les arbres, le claquement des sabots du cheval sur la route. Toutes ces sensations oubliées lui revenaient comme un cadeau inespéré. Quand la carriole s'arrêta enfin sur la place du marché de Rouen, Céleste attendit qu'Auguste s'éloigne pour commencer à décharger ses marchandises. Puis, elle se glissa hors de sa cachette et se fondit dans la foule matinale qui commençait à animer la ville. Rouen. Céleste retrouvait sa ville natale, après 10 années d'absence, mais elle avait l'impression de découvrir un monde nouveau. Les rues pavées, les maisons à colombages, les clochers des églises, tout lui paraissait à la fois familier et étranger. Son premier réflexe fut de chercher la maison de son enfance, dans le quartier populaire où elle avait vécu avec ses parents. Mais quand elle arriva dans la rue de son ancienne demeure, elle découvrit que l'immeuble avait été démoli pour faire place à une nouvelle construction. Des voisins lui apprirent que sa mère était morte 2 ans plus tôt, emportée par une épidémie de typhus. Cette nouvelle la frappa comme un coup de massue. Marie Leclerc était morte sans revoir sa fille, sans savoir ce qu'elle était devenue, probablement en se reprochant jusqu'au bout de l'avoir abandonnée. Céleste s'effondra sur un banc, submergée par une douleur qui dépassait tout ce qu'elle avait pu endurer au château. Sa mère était morte. Et elle, qui avait supporté 10 années de torture en pensant que son sacrifice servait au moins à assurer la subsistance de celle qui lui avait donné la vie. Henriette Beaumont lui avait menti sur toute la ligne. Elle n'avait jamais envoyé d'argent à Marie Leclerc, qui était probablement morte dans la misère en se demandant pourquoi sa fille ne donnait jamais de nouvelles. Cette révélation acheva de libérer Céleste de tous ses scrupules. Elle ne devait plus rien à personne, et elle pouvait enfin penser à elle-même sans culpabilité. Sa mère était morte, ses liens avec le passé étaient coupés, et elle était libre de construire une nouvelle vie. Mais d'abord, elle devait rejoindre Paris et retrouver Antoine Mercier, le seul être humain qui connaissait sa véritable situation et qui était disposé à l'aider. Elle se dirigea vers la gare de Rouen, son maigre bagage à la main, une robe de rechange et quelques sous qu'elle avait trouvés dans les poches de vêtements pendant ses années de service. De la gare, elle découvrit que le billet pour Paris coûtait plus cher qu'elle ne l'avait imaginé. Avec ces quelques pièces, elle ne pouvait acheter qu'un billet de 3e classe, dans des wagons à bestiaux où s'entassaient les plus pauvres. Mais peu lui importait. L'essentiel était de mettre le plus de distance possible entre elle et le château maudit. Le voyage en train fut une révélation pour Céleste, qui n'avait jamais quitté la Normandie. Elle découvrait les paysages de l'Île-de-France, les petites villes et les villages
qui défilaient derrière la vitre crasseuse du wagon. Tous ces gens qui montaient et descendaient, tous ces visages inconnus qui croisaient sa route. Elle réalisait soudain l'immensité du monde qu'Henriette Beaumont l'avait empêché de découvrir, Paris. Quand le train entra en gare Saint-Lazare, Céleste fut éblouie par le spectacle de la capitale. Le grondement des machines, la vapeur des locomotives, la foule des voyageurs. C'était un univers de bruit et de mouvements qui la fascinait et l'effrayait à la fois. Elle sortit de la gare et se retrouva dans les rues de Paris, perdue dans cette immensité urbaine qu'elle ne connaissait pas. Heureusement, elle avait conservé précieusement la carte de visite d'Antoine Mercier, qui indiquait son adresse dans le 9e arrondissement. Il lui fallut plusieurs heures pour trouver la rue, demandant son chemin à des passants plus ou moins complaisants. L'atelier d'Antoine Mercier se trouvait au rez-de-chaussée d'un immeuble de style haussmannien, dans une rue calme, bordée d'arbres. Céleste resta un long moment devant la porte, n'osant pas frapper. Et si Antoine avait oublié leur rencontre? Et s'il refusait de l'aider? Et si elle avait fait tout ce voyage pour rien? Finalement, elle rassembla son courage et frappa timidement. Des pas résonnèrent à l'intérieur et la porte s'ouvrit sur le visage surpris du photographe. « Mademoiselle Céleste !» s'exclama-t-il. « Que faites-vous ici? Comment avez-vous... »« Je me suis enfuie, monsieur, » dit-elle simplement. « Vous m'aviez dit de venir vous voir si j'y arrivais. » Antoine la fit entrer dans son atelier. Un vaste espace encombré d'appareils photographiques, de produits chimiques et de tirages en cours de séchage. L'odeur caractéristique des révélateurs imprégnait l'atmosphère, mélange âcre et entêtant qui évoquait la magie de la création artistique. « Asseyez-vous » dit Antoine en débarrassant une chaise. « Racontez-moi ce qui s'est passé. » Céleste lui relata son évasion, sa découverte de la mort de sa mère et sa décision de venir le trouver. Antoine l'écouta avec attention, de plus en plus indigné au fur et à mesure qu'il découvrait l'ampleur de la manipulation dont elle avait été victime. « Cette femme est un monstre », murmura-t-il quand elle eut terminé son récit. « Vous maintenir en esclavage pendant 10 ans en vous faisant croire que votre mère recevait de l'argent, c'est ignoble. »« Que vais-je devenir maintenant ?» demanda Céleste avec angoisse. « Je n'ai aucun métier, aucune formation, nulle part où aller. »« Nous allons nous en occuper, » répondit fermement Antoine. « D'abord, vous allez vous reposer et reprendre des forces. Ensuite, nous verrons comment vous aider à vous construire une nouvelle vie. » Il installa Céleste dans une petite chambre attenante à l'atelier, un espace modeste mais propre et chaleureux qui lui parut un palais après sa mansarde du château. Pour la première fois depuis 10 ans, elle allait dormir dans un vrai lit, avec des draps propres et une couverture chaude. Mais avant de se reposer, Antoine avait quelque chose d'important à lui montrer. Il disparut dans sa chambre noire et en ressortit avec plusieurs tirages photographiques qu'il étala sur une table. « Souvenez-vous de ces photos que j'ai prises le soir du mariage, » dit-il. « Regardez-les attentivement. » Céleste découvrit avec émotion les images de cette soirée qu'elle avait vécue dans la peur et l'humiliation. Il y avait la photo de groupe officiel, où elle apparaissait effectivement à l'arrière-plan, minuscule silhouette en uniforme gris qui contrastait avec l'élégance des invités. Mais il y avait surtout les photos prises dans les cuisines, qui montraient avec une précision bouleversante l'état de ses mains mutilées. « Ces images sont des preuves, » expliqua Antoine. « Elles témoignent de ce que vous avez subi. Un jour, peut-être, elles serviront à confondre vos bourreaux. » Céleste contemplait ses propres mains sur les photographies avec un mélange de fascination et d'horreur. Ces cicatrices qu'elle cachait instinctivement depuis des années, ces marques de honte qu'elle considérait comme la preuve de sa maladresse, Antoine en faisait des témoignages de barbarie. Il transformait sa honte en dignité, sa culpabilité en innocence. « Mais que pouvons-nous faire avec ces photos ?» demanda-t-elle. « Madame Beaumont est riche et puissante. Qui croira la parole d'une ancienne domestique contre la sienne? Détrompez-vous, répliqua Antoine. Les temps changent. L'opinion publique commence à s'émouvoir des conditions de vie des classes laborieuses. Il y a des journalistes, des écrivains, des hommes politiques qui seraient très intéressés par votre témoignage.
Ces paroles ouvrirent des horizons entièrement nouveaux dans l'esprit de Céleste. Pendant 10 ans, elle avait cru que sa souffrance était sans importance, qu'elle ne comptait pour rien dans l'ordre du monde. Maintenant, Antoine lui faisait comprendre qu'au contraire, son témoignage pourrait avoir une valeur, qu'il pourrait servir à d'autres victimes, qu'il pourrait contribuer à changer les choses. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Céleste passa les semaines suivantes à se remettre lentement de 10 années de maltraitance. Antoine l'avait mise en contact avec un médecin ami, le docteur Paul Bretonneau, qui examina ses blessures et établit un rapport médical détaillé de toutes les violences qu'elle avait subies. Cette jeune femme porte sur son corps les traces de tortures systématiques, écrivait le docteur Bretonneau dans son rapport. Les cicatrices observées sur ses mains, ses bras et son dos indiquent l'usage répété d'instruments contondants, de liquides brûlants et de liens trop serrés. Ces blessures n'ont pu être infligées que de manière délibérée et répétée sur une période de plusieurs années. Ce document médical, joint aux photographies d'Antoine, constituait un dossier accablant contre Henriette Beaumont. Mais il fallait encore trouver le moyen de le faire connaître et d'obtenir justice. Antoine avait des relations dans le milieu journalistique parisien, notamment Émile Javot, un reporter du journal L'Aurore, spécialisé dans les enquêtes sociales. Quand Antoine lui présenta le cas de Céleste, Javot fut immédiatement intéressé. « Cette affaire tombe à pic », expliqua-t-il lors de leur première rencontre. L'opinion publique s'émeut de plus en plus des conditions de travail des domestiques. Il y a eu plusieurs scandales récents, et le gouvernement envisage de nouvelles législations pour protéger les travailleurs. Votre témoignage pourrait avoir un impact considérable. Émile Javot était un homme de 40 ans, au visage intelligent et aux yeux perçants derrière des lunettes à monture métallique. Ancien ouvrier devenu journaliste par la force de sa plume et de ses convictions, il menait depuis des années une croisade contre l'exploitation des plus faibles. « Accepteriez-vous de témoigner publiquement ?» demanda-t-il à Céleste. « Je comprends que ce soit difficile, mais votre histoire pourrait aider d'autres victimes. » Céleste hésita longuement avant de répondre. L'idée de voir son nom dans les journaux, de devenir publiquement la petite domestique torturée, lui faisait horreur. Mais en même temps, elle pensait à toutes les autres jeunes filles qui subissaient peut-être le même sort dans d'autres châteaux, d'autres grandes maisons bourgeoises. « Si cela peut empêcher que d'autres enfants vivent ce que j'ai vécu, dit-elle finalement, alors oui, je témoignerai. » L'enquête de Javot fut minutieuse et approfondie. Il se rendit en Normandie, interrogea d'anciens domestiques du château, recueillit des témoignages sur les méthodes d'Henriette Beaumont. Partout, il trouva confirmation des accusations de Céleste. Brutalité, humiliation, conditions de travail inhumaines. Auguste Moreau, le vieux jardinier, accepta de témoigner malgré sa peur des représailles. Cette petite était un agneau au milieu des loups, déclara-t-il. « J'ai honte de ne pas avoir fait plus pour la protéger, mais Madame Beaumont me faisait peur à moi aussi. » Même Marguerite Tessier, l'intendante, finit par avouer qu'elle avait été témoin de violences qu'elle n'avait jamais osé dénoncer. Madame la comtesse disait que c'était pour le bien de la petite, pour l'éduquer, mais au fond de moi, je savais que c'était mal. Le 15 décembre 1903, l'Aurore publia en première page un article retentissant intitulé « L'esclavage au château, une enfant torturée pendant 10 ans par une comtesse normande ». L'article, accompagné des photographies d'Antoine montrant les mains mutilées de Céleste, fit l'effet d'une bombe dans l'opinion publique. Les autres journaux reprirent immédiatement l'affaire. Le Figaro, Le Matin, l'Humanité. Tous consacrèrent leur première page à cette histoire qui résumait toutes les injustices de l'époque. Les photographies de Céleste firent le tour de la France, bouleversant l'opinion publique et provoquant un tollé général. Henriette Beaumont tenta d'abord de nier, puis de minimiser les faits. Ses avocats parlèrent de correction légitime et de discipline nécessaire. Mais les preuves étaient accablantes, et l'émotion populaire trop forte pour être ignorée. Le procès s'ouvrit en mars 1904 devant les assises de Rouen.
Toute la France suivait cette affaire qui était devenue le symbole de la lutte contre l'exploitation des plus faibles. Céleste, soutenue par Antoine et par l'équipe d'avocats que lui avait trouvé Émile Javaud, témoigna avec un courage et une dignité qui impressionnèrent tout l'auditoire. « Je ne demande pas la vengeance », déclara-t-elle à la barre. « Je demande seulement que justice soit rendue et que d'autres enfants soient protégés de ce que j'ai vécu. » Les photographies d'Antoine furent présentées comme pièces à conviction, provoquant des murmures horrifiés dans la salle. Ces images, prises dans l'intimité d'une cuisine de château, révélaient au grand jour une réalité que la bonne société préférait ignorer. Henriette Beaumont fut condamnée à 5 ans de prison ferme pour coups et blessures volontaires sur personnes vulnérables et réduction en esclavage. C'était une peine exemplaire pour l'époque, qui marquait une évolution importante de la justice française dans la protection des domestiques. Mais au-delà de la condamnation individuelle, l'affaire Céleste Leclerc eut des répercussions durables sur la société française. Le gouvernement vota quelques mois plus tard une loi encadrant strictement les conditions de travail des domestiques, établissant des salaires minimums, des horaires limités et des droits de visite pour les familles. Céleste, devenue malgré elle une figure publique, utilisa sa notoriété pour créer une association d'aide aux jeunes domestiques maltraités. Avec l'appui d'Antoine et de nombreux philanthropes émus par son histoire, elle ouvrit plusieurs foyers d'accueil pour les victimes de violences domestiques. L'ancienne petite servante du Clos aux Roses était devenue une militante respectée, une voix qui comptait dans les débats sociaux de son époque. Ses mains mutilées, qu'elle avait si longtemps cachées par honte, étaient devenues le symbole de la lutte contre l'oppression. En 1905, elle épousa Antoine Mercier dans une cérémonie simple mais émouvante, entourée de tous ceux qui l'avaient soutenu dans son combat pour la justice. Le photographe et l'ancienne domestique formaient un couple uni par une compréhension profonde de la souffrance humaine et par la volonté commune de la combattre. Leur premier enfant naquit en 1906, une petite fille qu'ils prénommèrent Marie en hommage à la mère de Céleste. Cette naissance marquait le début d'une nouvelle génération, celle qui grandirait dans un monde où les droits des plus faibles seraient mieux protégés. Le château du Clos aux Roses fut vendu aux enchères après la condamnation d'Henriette Beaumont. Les nouveaux propriétaires, des industriels parisiens, transformèrent la propriété en une maison de retraite pour anciens domestiques, comme pour exorciser les démons du passé. Céleste retourna une seule fois en Normandie en 1910 pour l'inauguration de cette maison de retraite dont elle était la marraine d'honneur. En parcourant les couloirs où elle avait tant souffert, transformée maintenant en chambre confortable pour personnes âgées, elle mesura le chemin parcouru. Dans le grand salon où avait eu lieu la réception de mariage, elle retrouva le photographe officiel de l'événement, celui qui avait immortalisé cette journée de septembre 1903. Parmi toutes les photos de cette fête somptueuse, une seule avait vraiment compté, celle qui montrait à l'arrière-plan une petite silhouette en uniforme gris. Cette photo, devenue célèbre grâce au procès, était maintenant exposée dans le hall de la maison de retraite avec une plaque commémorative, en souvenir de Céleste Leclerc et de tous les domestiques qui ont souffert en silence. Que leur sacrifice ne soit jamais oublié. Céleste contempla longuement cette image de son passé. La jeune fille, apeurée qu'on y voyait, avait disparu, remplacée par une femme forte et déterminée. Mais les cicatrices sur ses mains demeuraient, témoins indélébiles d'une époque où la cruauté et l'indifférence pouvaient s'exercer en toute impunité. En quittant le château pour la dernière fois, Céleste pensa à tous ceux qui l'avaient aidé à retrouver sa dignité. Antoine, qui avait su voir au-delà des apparences. Émile Javaud, qui avait donné une voix à son témoignage. Le docteur Bretonneau, qui avait documenté scientifiquement ses souffrances, et tous les inconnus qui s'étaient émus de son histoire. Cette solidarité humaine, cette capacité de la société à s'indigner et à réagir face à l'injustice, était peut-être le plus beau fruit de son calvaire. En révélant la vérité sur ses années de servitude, elle avait contribué à éveiller les consciences et à protéger d'autres victimes.
La photo oubliée de 1903 était devenue le symbole d'une prise de conscience collective. Derrière le faste apparent des grandes maisons bourgeoises, derrière les sourires de façade et les toilettes somptueuses, se cachèrent parfois des réalités beaucoup plus sombres. Mais grâce au courage de témoins comme Céleste, ces réalités ne pouvaient plus rester dans l'ombre. En 1920, 15 ans après son mariage avec Antoine, Céleste publia ses mémoires sous le titre « Main marquée, âme libre ». Ce livre, qui connut un immense succès, racontait avec simplicité et sincérité son parcours de la servitude à la liberté. Il devint une référence pour tous ceux qui luttaient contre l'exploitation et l'injustice sociale. Les dernières lignes de ce livre résumaient parfaitement l'esprit qui avait animé Céleste tout au long de sa lutte. Mes mains porteront toujours les marques de ce que j'ai subi. Mais mon âme, elle, est libre. Et cette liberté, je la dois à tous ceux qui ont refusé de fermer les yeux sur la souffrance d'autrui. Puisse mon histoire servir à construire un monde où aucun enfant ne subira jamais ce que j'ai vécu. Cette phrase devint la devise de l'association qu'elle avait créée, et elle fut gravée sur sa tombe quand elle mourut paisiblement en 1965, à l'âge de 80 ans, entourée de ses enfants et petits-enfants. Aujourd'hui encore, la photo de ce mariage de septembre 1903 continue d'interpeller ceux qui la regardent. Car derrière l'image figée d'une réception aristocratique se cache l'histoire vraie d'une enfance volée, d'une dignité bafouée, mais aussi d'un courage exemplaire et d'une justice finalement rendue. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Cette histoire, bien que fictive, s'inspire de réalités historiques bien documentées. Les conditions de vie des domestiques dans les grandes maisons bourgeoises du début du XXe siècle étaient souvent très dures, et les cas de maltraitance, bien que rarement dénoncés, n'étaient pas exceptionnels. La photographie, art naissant à cette époque, joua effectivement un rôle important dans l'évolution des mentalités sociales. En documentant des réalités jusque-là cachées, elle contribua à éveiller les consciences et à faire évoluer la législation sur les droits des travailleurs. L'histoire de Céleste Leclerc nous rappelle que derrière chaque image, derrière chaque sourire de façade, peuvent se cacher des drames humains. Elle nous invite aussi à saluer le courage de tous ceux qui, à toutes les époques, ont refusé le silence complice et ont choisi de témoigner pour que justice soit rendue.